Bismillahirrahmanirrahim. Continuons avec le troisième chapitre de géologie concernant le métamorphisme et sa relation avec la dynamique des plaques. Dans cette troisième vidéo, et après avoir étudié les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de collision, on va voir les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction. Bon, vous vous rappelez bien de ce schéma. C'est un schéma de la subduction. Dans les zones de subduction, les roches de la croûte océanique s'enfuient en profondeur et subissent des transformations, ce qui conduit à la formation de roches métamorphiques. Mais le problème, c'est que l'observation de ces dernières est presque impossible dans les zones de subduction actuelles, comme par exemple la chaîne des Andes. Pourquoi? Pour deux choses. D'une part, parce que ces roches se trouvent en profondeur, c'est difficile d'obtenir des échantillons, et d'autre part, parce que ces zones sont toujours actives de point de vue sismique et volcanique. C'est pourquoi les géologues ont fait leurs études sur des affleurements ophiolitiques au niveau des anciennes zones de subduction, comme par exemple au niveau de la chaîne alpine, qui est une chaîne de collision. Cette collision a été précédée d'une subduction suivie d'une abduction, ce qui a permis la mise en place de roches du plancher océanique métamorphisées à ce niveau. Commençons par l'étude d'une carte géologique simplifiée des Alpes franco-italiennes. Pour bien comprendre le contenu de la carte, on utilise la légende, sur laquelle on distingue la succession de plusieurs couches rocheuses. Tout d'abord, on trouve les bassins marginaux du domaine alpin. Ce sont des terres basses formées de sédiments continentaux non plissés. Après, on voit cette limite. Cette limite indique la fin du domaine plissé de la chaîne, c'est-à-dire qu'à ce niveau s'achèvent les couches plissées non métamorphisées. Après, il y a l'ophiolite métamorphisé. Je rappelle que l'ophiolite est une portion de la lithosphère océanique qui a chevauché un continent. Là, il s'agit d'une ophiolite qui a subi le métamorphisme. Après arrive le domaine de métamorphisme de faible degré, en vert, puis le domaine des schistes verts. Le schiste vert est une roche métamorphique qui est différente de celle qu'on a déjà vue dans les zones de collision. Après, il y a le domaine des schistes bleus agglocophanes. Le schiste bleu ou schiste agglocofane, c'est une roche contenant un minéral particulier, l'agglocofane. Puis, il y a le domaine des éclogites. L'éclogite est aussi une roche métamorphique qui caractérise les zones de subduction. Et la dernière zone, c'est une zone très limitée, c'est le domaine ultra haute pression, sans désigner le nom de la roche. Donc, sur cette carte, en passant de la zone non déformée vers le domaine ultra haute pression, on peut facilement indiquer le sens de l'augmentation de l'intensité métamorphique par cette flèche, c'est-à-dire que le métamorphisme s'accentue en passant de là à là. Comparons maintenant ces roches métamorphiques, surtout
le schiste vert, le schiste bleu et l'éclogite. Bien sûr, en plus de leur structure qui est différente, ces roches métamorphiques ont une composition minéralogique différente, comme le montre bien l'observation des lames minces. Je sais que ce n'est pas bien clair sur le document, mais on peut lire tout simplement le nom des minéraux. Commençons par le schiste vert. Le schiste vert est une roche métamorphique qui présente une teinte verte car elle est caractérisée par un minéral de couleur verte, la chlorite. Elle contient aussi les plagioclases et l'actinote. Pour le schiste bleu, c'est une roche métamorphique caractérisée par la présence de glaucophane qui a une couleur bleue. Elle contient aussi d'autres minéraux tels que l'épidote et l'actinote. Enfin, l'éclogite est aussi une roche métamorphique. Elle est métamorphisée dans les conditions extrêmes. Elle contient surtout du grenat et de la jadéite. Donc, en passant du schiste vert vers le schiste bleu, vers l'éclogite, il y a des minéraux qui disparaissent pour céder la place à d'autres minéraux. Quant à leur composition chimique, pour la composition chimique, j'ai là un tableau, le tableau 1, qui présente la composition chimique, des roches métamorphiques des zones de subduction. Comme vous le voyez, ces roches ont la même composition chimique, les mêmes éléments chimiques, avec toujours une proportion importante de silicate d'alumine Al2 et SiO5. Si on compare maintenant la composition chimique de ces roches avec celle du basalte et du gabbro, des roches magmatiques de la croûte océanique. J'ouvre là une parenthèse pour dire que le basalte et le gabbro, qui sont des roches magmatiques de la croûte océanique, c'est la même chose chimiquement, c'est-à-dire qu'elles ont la même composition chimique, sauf que le basalte est une roche volcanique et le gabbro est une roche plutonique. Donc, revenons à la comparaison. Les roches métamorphiques et les roches magmatiques ont la même composition chimique, les mêmes éléments chimiques. D'accord? Ce qui nous pousse à dire que les roches métamorphiques des zones de subduction ont la même origine. Elles proviennent de la transformation des roches magmatiques préexistantes de la croûte océanique. À la fin de cette vidéo, et après avoir étudié les roches métamorphiques et des zones de collision et des zones de subduction, on peut donner une définition au métamorphisme que vous devez retenir par cœur. Alors, le métamorphisme, c'est l'ensemble de transformations structurales et minéralogiques de roches préexistantes à l'état solide. Faites bien attention à ça. Le métamorphisme, on ne passe jamais du côté liquide. On reste dans le solide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de fusion. La roche se transforme sans fusion.
Donc, je répète la définition du métamorphisme. Le métamorphisme, c'est l'ensemble de transformations structurales et minéralogiques de roches préexistantes à l'état solide suite à des conditions pression et ou température en profondeur. J'espère que c'est bien clair et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.